Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S506 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Wilfried et Steph pour découvrir le magnifique et indispensable métier d'iconographe. Alors en guise d'introduction, je vous propose d'écouter Émilie Rouy, qui est iconographe, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous donne sa définition de son métier. On l'écoute. Alors, le métier d'iconographe, j'ai assez envie de reprendre, iconographe déjà c'est donner une information avec les images. Pour moi, c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire que mon image, elle doit être informative, ou illustrative, parce que parfois on peut être amené à notamment sur des sujets philosophiques, idéologiques, enfin voilà, à avoir une iconographie un petit peu plus poétique ou illustrative. Donc c'est vraiment, pour moi, donner de l'information avec la photo. Il faut vraiment que ce soit une complémentarité. La photo est pas censée, n'être qu'une illustration du papier. Elle doit, la majeure partie du temps, apporter une information supplémentaire en complément. Et moi, j'aime assez le terme de rédactrice photo parce qu'il y a, c'est, comment dire? On écrit, il y a une écriture photographique, voilà. Et je trouve que notre métier, c'est également informer d'une autre manière que par l'écrit. Wilfried, qu'est-ce que tu penses de cette petite définition? Est-ce que tu es en phase avec? Je suis totalement en phase avec. J'aime bien la définition de rédactrice, enfin rédacteur photo, qui me va bien. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui est monté, dans les années 90, c'est le côté illustration, dans la presse en fait, et la photo a joué un grand rôle, enfin je trouve, hein, parce qu'elle a su amener, une vision, alors parfois ça peut être, jusque un peu plus créative, un peu plus parfois un petit peu fictionnelle, dans ces photos d'illustration, que ce soit dans des rubriques, qui vont aborder des thèmes de société de manière plus légère que ce qu'on peut lire, de par le titre, ou dans le texte, qui parfois peuvent être assez lourds. Il y a une espèce de côté un petit peu libération, quelque chose d'un peu plus plaisant pour rentrer dans l'article par une illustration, un petit peu créative, de la photographie. Ouais, puis la Libé a gardé quand même ce ton-là, hein, même depuis, les années, bon, il y a eu les années Sartre, Julie et cetera, mais au niveau de la place de la photo, ça reste, une des rares publications qui la met, vraiment en valeur. Toi, tu collabores beaucoup avec eux? Déjà j'ai été photographe, quasi permanent pendant 5 ans. Ensuite avec Hans Lucas, on travaille beaucoup avec Libération. Après ce qu'il y a de bien, moi ce que je retiens de ces années-là, de Libé qui était un petit peu référent, un petit peu, original dans le paysage des médias, c'est qu'aujourd'hui ça a été, enfin aujourd'hui depuis une dizaine d'années, ça a été suivi par d'autres et pour moi ils ont ouvert une voie qui ça a été suivi. Ça c'est important et c'est très bien qu'ils aient été là et qui continuent à faire un métier dans lequel, on est sur de la photographie beaucoup plus osée. Ils osent, parfois même, un petit peu à revoir leur maquette, ce qui est assez rare, pour la photo et ça, c'est bien. Wilfried, dans quel type de secteur d'activité on peut trouver des iconographes? Alors la presse, évidemment, on l'a bien compris, mais quels sont les autres endroits où on peut avoir besoin d'iconographes? Heu, alors il y a, enfin moi j'aime bien travailler avec les maisons d'édition par exemple, sur les unes, enfin les couvertures de livres, de romans, évidemment les médias. Après ça peut aller jusqu'à des institutions culturelles, des agences de publicité, on parle d'acheteuses ou d'acheteurs d'art. Mais avant il y a toute une logique dans cette chaîne, de la photo, de l'image. Donc voilà, il y a des agences de presse aussi avec qui on collabore, qui ont, alors eux, c'est des gens qui vont, vérifier les sources, indexer, éditer très finement, très, très finement. C'est encore un autre, il y a une palette de l'iconographe, du picture editor ou de rédacteur photo qui est assez impressionnante dans le métier, en fait, et jusque dans la photographie un petit peu plus, scientifique, où les iconographes, vont être là pour, avec une rigueur beaucoup plus, accentuée que sur les autres, enfin la presse ou autre, quoi.
Et quand tu dis que tu collabores avec des maisons d'édition ou des agences, est-ce que tu as des partenariats du coup qui cloisonnent tout ça ou est-ce que ça peut se faire comme ça, au coup par coup? Non, c'est en fait, mon parcours, enfin, je reviens sur mon parcours, en tant qu'iconographe, hein. C'est quelque chose, je j'ai pas communiqué forcément, beaucoup là-dessus. Mais, je travaillais beaucoup dans des hebdomadaires, je peux citer VSD, L'événement du jeudi, Marianne, des mensuels aussi comme Regard. Ça a pris 5 ans de ma vie, c'est très prenant. J'adore travailler en équipe avec des DA, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, dans le cadre d'Antsukas, c'est pas compliqué, on a 1 400 clients. Les clients, c'est, divers et variés, ça va sur, du média, enfin en français à l'international, la maison d'édition, enfin, l'ONG et cetera, et moi je suis en rapport avec des iconographes, ou des gens qui sont dans le service photo. Ils me contactent, ils souhaitent, voir, notre fond photo et faire des recherches, à l'intérieur avec des mots-clés, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, et donc ils me font des messages, et voilà, c'est très riche comme partie du métier, parce que on travaille, il y a une équipe derrière, qui est beaucoup plus visible que lorsqu'on travaille avec un photographe, tout seul, qui est quand même seul, très individuel sur le terrain. Quand on est sur la partie, iconographe et client, on sent direct moi je peux me retrouver, en lien avec trois quatre personnes, sur un même échange, pour avoir une vision un petit peu plus fine de la demande photo. Iconographe, c'est globalement plutôt un métier de salarié ou un métier de freelance indépendant? Globalement, moi, je suis dans la presse depuis, 96. Du coup, on est, globalement sur des gens, salariés. Moi, c'est ce que j'ai connu dans le plus long de ma carrière. Alors ensuite, selon, il y a des iconographes qui prennent des missions, qui vont arriver sur des livres, qui vont arriver sur des projets, photos, même dans des sociétés de production. De plus en plus, je me retrouve avec, des gens qui sont dans le documentaire ou même les chaînes télé. C'est pour vous dire vraiment où est la photo est vraiment partout, quoi. Et en fait, là, on peut arriver sur des missions. Le statut de salarié, il est un peu remis en cause depuis une dizaine d'années, ce qui est dommage. Faut pas précariser la profession. Mais oui, c'est globalement, largement globalement, on est sur, une profession salariée. Oui, tu dis il faut pas précariser la profession, mais elle l'est peut-être un petit peu, en tout cas dans la presse avec la crise qui touche, la presse écrite. Toi, comment tu vois l'avenir de cette, profession? Et comme par ailleurs tu donnes aussi des formations, est-ce que, il y a, des voies royales, pour devenir, iconographe? Beh, moi je vois pas un monde sans iconographe. C'est compliqué pour plein de questions, la gestion des droits, du droit à l'image, la vérification des sources, l'indexation. Enfin là, c'est un côté vraiment très, On va y revenir là-dessus. ouais, voilà, sur ce côté-là. Ensuite, l'iconographe, elle a quand même, alors ça, c'est quelque chose que je pourrais reprocher sur, un petit peu les jeunes générations. Il doit y avoir une culture de l'image, et pas que de la photographie, de Ah bah là, il l'image. faudrait faire toute une émission Wilfried, hein, Heu, parce que ça, oui, la oui, non, culture de mais l'image, c'est un vrai ouais, sujet mais ça. le problème, c'est que dans les dernières, enfin depuis 5 6 ans, on voit plus des personnes qui arrivent, pas par ce côté-là, par la culture de l'image, et c'est un peu dommage. Moi, j'adore travailler avec des gens qui ont une vraie culture de l'image, ça c'est génial. Et qu'est-ce que Donc tu entends par culture de l'image? Parce que c'est important ça. culture de l'image, c'est d'avoir des références autant, en peinture, qu'en photo, savoir un petit peu, se positionner dans l'histoire de la photographie, qui est quand même assez courte, sans parler du photojournalisme, connaître des auteurs, photographes, connaître, l'histoire, de quelques agences, qui sont, en référence, enfin avoir une culture même, des médias ou du monde des agences photo. Il y en a très peu. Il y en a très peu qui l'ont. C'est dommage. Connaître, un ensemble de photographes, auteurs qui sortent j'adore Éric Bouvet, mais c'est vrai que parfois il y a vraiment une espèce de ritournelle. En fait, pour certains ou certaines, les iconographes, on a 15 photographes, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Pour moi, un iconographe, il doit être au moins sur des références 60, 80, 90 auteurs, à connaître, à suivre régulièrement.
Et alors du coup, pour devenir iconographe, c'est quoi la route? C'est une école de journalisme? C'est une école de photo? C'est une école d'histoire de l'art? C'est quoi? Ça peut être une école, d'histoire de l'art, qui peut être bien. Ça peut être une école de journalisme qui va former différemment, la chaîne de l'information, qui va être plus dans des repères, métiers, de recherche, dans des agences, des structures, des portails et cetera. Après il y a tout un cursus, aussi, parce qu'avant on parlait de recherche documentaire en fait. Et les gens, certains étaient issus de tout ce qui est des bibliothécaires documentalistes. C'est encore autre chose. Donc il y a trois, pour moi, il y a trois sources différentes d'entrée dans le métier. Soit on vient par une école de journalisme, soit on vient par tout le cursus autour des beaux-arts, etc. Ou alors une école de bibliothécaire documentaliste, quoi. Ou tout ce qui est technique de la documentation, en fait. Mais là, on va plus être sur des pures et dures photothèques, comme on peut avoir au niveau institutionnel, dans le public ou le privé. Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux les contours de ce métier d'iconographe, on va rentrer un peu dans le dur, dans la pratique, avec évidemment pour commencer la mission principale de l'iconographe, chercher et trouver là où les bonnes images. Wilfried, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les outils qui sont à disposition de l'iconographe pour trouver la bonne photo d'illustration? Alors, principalement, enfin, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, enfin moi quand j'étais au niveau des services photo, j'appelais XY agences. Je peux appeler jusqu'à une vingtaine d'agences pour les consulter à travers le téléphone. J'avais une autre iconographe en face qui m'expliquait ce qu'elle avait par rapport à ma demande. Et elle m'envoyait des diapos, des planches diapos. Et à partir de là, en fait, je recevais des planches diapos dans les 2 heures et on faisait un choix. Depuis les années 2000, en fait, on est sur des sites des moteurs de recherche en fait, qui sont en ligne, donc depuis un ordinateur sur internet. Et là on peut brasser des fonds qui ont des millions et des millions de photos en ligne dans les moteurs de recherche. Ça, c'est à la fois très bien parce que ça a ouvert un tour d'horizon qui est génial, sauf qu'il faut savoir manier les mots-clés, comment dirais-je, le contexte de la photographie. Et c'est là où, quand on a en plus une culture sur les photographes, etc., on peut affiner les choses, on peut commencer à repérer des photographes dans leur traitement de l'information, mais toujours avec cette recherche par mots-clés, aller sur des résultats de recherche qui vont nous faire progresser, etc. Ça veut Ça dire peut quoi, être... Wilfried? Pardon, je t'interromps, mais concrètement, je sais pas, il y a un séisme au Japon, dans une localité précise. Enfin, comment tu vas fonctionner alors, par mots-clés? alors déjà là, j'irai plutôt sur des agences filaires, entre guillemets. C'est du hard news, c'est-à-dire de l'actualité chaude. On va aller sur, il y a Reuters, AP, Associated Press, ou l'AFP, alors sur le Japon, ils sont là, mais ils sont peut-être moins. Alors là, c'est un cas de figure compliqué, le Japon. Tu lui as Bah donné ouais, bah ouais, parce que tu as un un décalage horaire. contre-exemple. Bah oui, parce que, non, mais Ouais. parce qu'il y a un décalage horaire à gérer aussi, quoi. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Non, mais là, j'irai sur des filaires d'emblée, en fait, sans trop réfléchir. Donc, AP, Reuters, AFP, pour chercher une information chaude, entre guillemets, voilà, qui n'est pas encore arrivée sur les agences généralistes, comme peut l'être Hans Lucas et d'autres, hein. Donc là, Wilfried, tu as évoqué donc, les grandes agences filaires pour l'actualité chaude, mais il y a aussi donc, les agences peut-être un peu plus généralistes, dont certaines sont très connues du grand public, hein. Je pense par exemple à Getty Images, à Shutterstock ou des choses comme ça, qui sont vraiment des bases de données absolument incroyables de photographie, d'illustration. Il y a aussi des agences spécialisées qu'on connaît moins, Pixpalace ou Agence Online. C'est quoi ces structures? Alors les deux que tu viens de citer, Pixpalace et Agence Online, c'est plus des portails en fait qui regroupent des agences. On va retrouver à l'intérieur de Pixpalace 50, 60 agences qui sont sur la France principalement. Et voilà, c'est un portail de structure. Agence Online, c'est la même chose. Getty, c'est encore autre chose. C'est un fonds qui est assez conséquent.
qui existe depuis un moment et qui a racheté d'autres fonds en plus. Donc là, c'est un fonds qui est assez, enfin, c'est compliqué de passer à côté quand on travaille en tant qu'iconographe. Et à quel moment, parce que là on parle de ces agences-là, ou ces portails qui sont moins connus, à quel moment tu es sûr de la fiabilité ou d'une source, d'une image? Bah, tant que je vais le chercher sur ces portails-là, j'en suis sûr. Parce que c'est des professionnels. Donc, ils ont, enfin, déjà, il y a tout un process au niveau du flow des photos qui sont intégrés. Je vais parler dans tout cas ce que je connais bien, mais aussi de Pixpalace qui refuse des fichiers lorsqu'ils sont mal indexés ou pas totalement indexés dans des champs, en fait. Quand on ouvre une image dans un logiciel comme Photoshop ou Lightroom, en fait, l'image, au-delà de l'image, il y a des métadonnées. Et les métadonnées, c'est un petit peu le contexte de la photographie et ça va expliquer à travers une vingtaine de champs où est-ce que la photo a été prise. Ça va donner une description, ça va dater la photographie, ça peut nommer des gens, ça peut donner aussi un contexte d'exploitation commerciale. Et en fait, tout ça, c'est dans les métadonnées. Une photo sans métadonnées, c'est extrêmement dangereux parce que c'est des fake news. On peut faire dire n'importe quoi à une photo. Quand on est chez des professionnels comme une agence reconnue, il n'y a pas de problème parce que une photo ne peut pas ne pas avoir de métadonnées, c'est impossible. Donc on est pour en revenir à cet environnement-là, on est en sécurité au niveau d'information parce qu'on sait que tout est vérifié, qu'il n'y a pas de problème, tout est bien indexé et qu'on va pouvoir on va pouvoir sourcer la photographie, entre guillemets, connaître le contexte et ça a été fait par des professionnels. Wilfried, comment ça se passe, concrètement avec les rédacteurs? Alors, bon, évidemment, quand il faut, des photographies pour un sujet d'actualité, parfaitement identifié, on comprend assez bien. Mais par exemple, pour illustrer des sujets un peu plus abstraits, imaginons, un rédacteur te contacte et te dise, «Voilà, je fais un dossier sur, la grande démission, en France, j'ai besoin de 6 illustrations». Comment ça se passe avec lui pour aller chercher les bonnes choses? Alors, avec un rédacteur photo qui m'amène sur ce type de sujet, un petit peu plus, on va dire, une illustration créative, moi je connais bien mes photographes, du coup je vais l'orienter directement vers certaines écritures, qui vont un petit peu se jouer de la réalité, dans la mesure où elles vont montrer des choses soit invisibles ou suggérer, des sentiments. C'est compliqué, hein, suggérer des sentiments, et cetera. Donc il y a des gens qui se sont fait une spécialité dans plein d'agences, sur un petit peu une photographie, dite «créative» entre guillemets. Après, il y a des photos qui sont prises à l'occasion, d'événements ou de rues et cetera, qui vont au-delà de la scène qui est photographiée, qui deviennent des icônes aussi. Ça, c'est très intéressant. Mais alors ça suppose de bien connaître le fond photographique, parce que c'est pas en tapant des mots-clés que cette photo-là, elle va remonter. C'est là où la culture, en fait, du métier, en fait, du métier ou que moi je peux avoir avec les photographes de l'agence est très importante. La force d'un iconographe, Wilfried, c'est en fait son carnet d'adresses. Alors ça joue énormément son carnet d'adresses, de savoir, enfin je revenais tout à l'heure au fait que, aujourd'hui moi je regrettais que certaines iconos qui arrivent un petit peu jeunes dans le métier n'aient pas un carnet d'adresses, une culture on va dire. Le carnet d'adresses, elles vont se le faire. Mais aujourd'hui le carnet d'adresses ou la culture, certes il y a des festivals, il y a des livres, il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Quand on arrive sur Instagram, pour moi aujourd'hui, une iconographe doit être curieuse sur ces réseaux sociaux-là, se jouer avec les mêmes logiques que sur un moteur de recherche photo pour trouver des photographes. Il y a des gens qui le font très bien, pour trouver des photographes dans cet énorme fond photographique qu'est Instagram. Sauf que on arrive sur des personnes et ça, c'est super intéressant. Il y a l'éducation, la culture des iconographes, il y a aussi celle des clients et des gens. Une photo, c'est pas gratuit. Enfin, il faut souvent le rappeler. Donc, il faut du budget aussi pour les iconographes. C'est quoi un bon budget à l'heure actuelle? Et ça nécessite quand même de mettre des moyens là aussi, hein. Ben, disons que, un bon budget, enfin nous, il y a des barèmes qui sont en vigueur dans la profession.
Donc nous, on se contente de respecter les barèmes, qui sont donnés, à titre indicatif. Une photo, c'est pas compliqué, c'est selon l'utilisation qui est faite. Alors si, on va prendre, un cas, qui est assez facile à comprendre, c'est le print, c'est-à-dire les médias papier. Mmh. On va demander, à l'iconographe, le tirage de son journal, de sa revue, et ensuite on va considérer la place que va occuper l'image dans la revue. C'est un quart de page, une vignette, une double page, et cetera, et cetera. Et là, pour nous, on a des repères qui sont assez, évidents à trouver parce que le tirage papier existe depuis longtemps, et les organisations professionnelles ou les sociétés d'auteurs ont fait un travail, qui est assez, qui est assez gigantesque de hiérarchiser et de donner des prix, d'identifier des publications. Ça, c'est parfait. Ce travail-là, il existe, dans, l'ensemble des domaines, la publicité, enfin un petit peu tout, même les pochettes de disques, etc. Mais par contre, là où c'est un peu plus compliqué, ça me fait rire, c'est lorsqu'on arrive sur le web. Là, le web, c'est très compliqué Et de pourtant, ça fait un moment. Ça s'est pas un petit Mais peu oui, régulé, tout ça? Parce que, bon, on n'est plus dans le ben, début des années 2000 non plus, quoi. oui, 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 mais ça a fortement, ça a avancé, mais pas assez vite. Par exemple, il n'y a pas de grille, de tarifs en vigueur comme on peut en trouver pour le journal papier. Donc ça, c'est toujours des casse-têtes. Enfin, pour moi, je trouve que c'est toujours des casse-têtes, des casse-têtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, autant un journal, on sait qu'il est tiré à tant d'exemplaires et même qu'il peut être lu par 5 ou 6 personnes en plus, donc ça augmente le truc. Un article sur le web ou une page web, c'est extrêmement compliqué, de déterminer combien de personnes vont cliquer, vont lire le truc, etc. Alors ça pourrait être beaucoup plus simple parce que si on connaissait un petit peu plus finement les habitudes des lecteurs dans la publication, on le saurait plus finement. Mais voilà, le web, ça a toujours été compliqué à appréhender pour les photographes. Ils y sont allés à reculons dans les années 2000. C'était un petit peu le diable qu'il ne fallait pas, et sur lequel, le terrain sur lequel il ne fallait pas aller. Donc du coup, en fait, on paye un petit peu aussi cette hésitation et cette capacité qu'il y a eu d'essayer d'exister sans le web. Le web aujourd'hui, c'est énorme. Demain, ça sera le plus gros vecteur, enfin, de l'information. Enfin, ça Mais l'est, mais ça l'est déjà moi, aujourd'hui, en ça, fait. oui, oui, Et non, puis, mais tu ça as l'est quand déjà même le nombre de aujourd'hui. visiteurs uniques, parfois, enfin, qui est Oui, communiqué. mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais quand je veux dire que, en fait, la presse papier va, pour moi, va arriver plus sur des objets, va se rapprocher plus de l'édition. L'essor de la vidéo dans lequel les photographes aussi s'y retrouvent, où les images sont mises aussi dans des diaporamas, etc. Sur le web, ça c'est vraiment des marchés qui sont énormes, très prometteurs. Donc faut y aller. C'est pas tout à fait remonté encore aux oreilles de tous les photographes, mais il faut poser des barèmes. Il faut aller un petit peu plus vite que ça ne l'est jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, il n'y a pas que dans la presse hein, qu'on trouve des iconographes. Les agences photo elles-mêmes étaient bien placées pour le savoir, ont des poules d'iconographes pour accompagner leurs clients dans leurs archives de plusieurs millions d'images. Nous avons rencontré Sébastien Tournardre, iconographe multimédia à l'AFP. Il nous explique comment il travaille. On l'écoute. L'iconographe, va apporter en fait une expertise, une connaissance du fond et également un service, à différentes typologies de clients. Bien évidemment la presse qui est le client historique, de l'agence, mais également ce qui va être, toutes les institutions culturelles, le monde de l'édition, le corporate. Donc notre travail à nous, ça va être d'aider, finalement tous ces clients, tous ces utilisateurs à trouver, la bonne image parmi les 66 millions d'images que peut proposer aujourd'hui, l'agence France Presse. Au sein de l'AFP, le service, Icono, puisqu'on l'appelle comme tel, fonctionne, en réponse à des demandes, de recherche que nous envoient les clients. Donc c'est à nous dans le délai imparti de pouvoir effectuer nos recherches
sur la base de données de l'AFP pour pouvoir répondre du mieux possible, à ces demandes. Donc concrètement, 90 peut-être des demandes, aujourd'hui vont concerner des photos en numérique. Mais là où on va pouvoir aussi apporter un vrai service à nos clients, c'est lorsqu'on va également effectuer des recherches dans les archives, qui représentent aujourd'hui à peu près 6 millions d'images à l'AFP. On va donc faire des recherches, sur les supports argentiques en dur, et puis ensuite, faire appel à notre, service, de laboratoire numérique, pour numériser toutes ces archives et proposer des images que le client n'aurait pas pu trouver lui-même s'il avait fait la démarche de chercher, sur le site de l'AFP. Notre travail est là. Alors Sébastien, il évoque les archives argentiques de l'AFP. Wilfried, tu sais un peu où en sont les éventuels programmes de numérisation des fonds photos des grandes agences? Ça y est, tout est fait ou c'est toujours en cours? Alors à ma connaissance, c'est toujours en cours. Disons qu'ils ont fait les grands événements, alors, je parle de l'AFP là. Les grands événements mondiaux en fait, ça a été fait d'emblée, parce que voilà, il y a ça fait partie du patrimoine historique, enfin de la photographie et des pays. Ensuite, je pense en toute logique, parce qu'ils ont un fonds qui est quand même assez conséquent, qu'ils vont aller au coup par coup selon les demandes, récupérer des choses, les numériser pour les présenter aux clients. Et c'est ça qui va un petit peu débloquer la numérisation parce que, c'est des fonds qui sont quand même assez colossaux. Ça Ça représente des représente, budgets et stratosphériques en plus, voilà, quoi. ça représente des budgets qui sont assez conséquents et donc pour moi, c'est la demande du client, ou alors le projet interne de l'AFP qui va conditionner le fait qu'il va être numérisé, puis rentrer un petit peu dans toute la chaîne, indexé et cetera, pour arriver dans le moteur de recherche. Parce que, et puis au bout d'un moment, c'est compliqué de parce que la numérisation, ça nécessite le fait de revenir sur une collection. Et au bout d'un moment, c'est, OK, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on fait en premier, selon quels critères et cetera? Donc voilà, je pense que ce qui est bien en fait, dans cette logique-là que nous venons d'entendre, c'est qu'il y a un icono qui connaît l'ensemble du fond. Donc lui, il va savoir que quelque chose n'a pas été numérisé, mais que c'est quelque chose qui va répondre à la demande du client. Ouais, qui Et à existe, partir quoi. de là en fait, il va faire l'effort d'aller tout rechercher, de présenter, de numériser, et cetera. Ça, je trouve que c'est une bonne attitude. Après, évidemment, c'est des fonds qui sont énormes, donc ils sont obligés de hiérarchiser les priorités, quoi. Et là, on parle d'archivage et tout à l'heure, on parlait de la problématique de l'utilisation d'images et du web. Est-ce que ça veut dire que de toute manière, tu vas quand même envoyer des images en haute définition, même pour du web, pour que l'image, elle soit aussi stockée à sa meilleure def possible, en fait? Effectivement, il y a des minimums, à avoir en termes de standards. Alors chez nous, on travaille beaucoup pour la presse. Chez nous, le minimum, c'est une double page. C'est vraiment le minimum parce que parfois, il y a des doubles pages qui sont un petit peu croppées, donc on rentre dedans, légèrement. Donc du coup, on demande un format qui est supérieur. Donc à minima, nous, on est sur du 30-40 centimètres en fait, en 300 dpi. Mmh. Mais évidemment, une photo qui est pris dans notre fond, mais qui arrive sur une utilisation publicitaire, on est à la ramasse, parce que les fichiers doivent être transmis en des définitions beaucoup plus conséquentes. Mais le minimum, en fait, pour nous, ça va être ce 30-40, une espèce de double sur lequel on va pouvoir travailler, quoi. Après, le logiciel va générer des formats web, va générer des formats intermédiaires pour la visualisation sur le site, pour une utilisation web, et puis une HD presse entre guillemets, quoi. Mais souvent, on est obligé de revenir vers le photographe en disant ta photographie, une acheteuse d'art ou un acheteur d'art est intéressé, il nous la faudrait en plus grosse définition. Alors, dans certains cas, l'iconographe n'arrive pas, tout simplement, à trouver l'image, la bonne image dont il a besoin. Et à ce moment-là, du coup, il change de stratégie et va décider donc de produire l'image dont il a besoin. On vous propose d'écouter de nouveau Émilie Rouy, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous explique comment ça se passe. Alors quand on décide de produire une image, c'est, dans un premier temps qu'on a fait notamment, on a été regarder sur, les agences filaires,
avec lesquels on a des abonnements. Donc, pour l'actu, c'est Reuters, AP, AFP majoritairement. Quand sur ces agences filaires qui diffusent en direct, on ne trouve pas ce qu'il nous faut, on a toujours moyen d'aller sur leur site parce que parfois il y a des archives où toutes les photos dont ils disposent ne sont pas diffusées sur les filaires, hein. Et quand on ne trouve pas en agence ou que le sujet, qu'on a une opportunité rare de rencontrer quelqu'un, un rendez-vous qui nous est dédié, ou que la mobilisation, la manifestation, est propice à une production, bah là, on va choisir d'envoyer un ou une photographe sur le terrain, à l'endroit du portrait, à l'endroit où va se faire la mobilisation. Aussi parce qu'on considère que le moment est historique et qu'il est bon d'avoir des archives, maison, des archives avec une écriture libée. Parce qu'on a, tout un staff de photographes avec lesquels on travaille, auxquels on essaye d'être fidèles et qui font l'écriture, tellement spécifique de Libération. Je travaille donc, sur la partie chaude pour ce quotidien. Tous les jours, il y a des sujets qui vont tomber, alors que ce soit dans la rubrique internationale, la rubrique société, la rubrique, France économie. Moi, pour ma part, je suis sur la rubrique société, donc ça va autant de l'environnement aux droits des femmes, aux droits des LGBTQIA, le sport, voilà. C'est une rubrique, assez large, hein, et tous les jours, il y a donc des sujets qui sont prévus en amont pour le print. En général, on le sait la veille, en milieu d'après-midi. Et pour le web, ça peut être, au fur et à mesure de la journée en fonction de l'actualité évidemment. Nous, la règle à Libération, qui tend à être, modifiée avec l'accélération des choses sur internet, c'est qu'on produit majoritairement quand il y a une publication dans le quotidien papier, donc ce qu'on appelle le print. Là, quand on nous assure que le sujet va faire une double page ou un temps fort de 3 ou 4 pages ou mieux encore l'événement, à savoir la une et les 3 à 5 ou 6 pages, d'ouverture du journal, là, on va s'efforcer de produire. Ouais, du coup, Wilfried, si on comprend bien, en tant que photographe, faut être dans les petits papiers des rédacteurs et des rédactrices photo pour taffer? En fait, Émilie l'évoque, il y a quelque chose qui a été assez primordial dans les médias, c'est que les médias, enfin surtout les quotidiens, on est passé du print et au bout d'un moment, en fait, on a mis en avant le web, en fait. Donc, et là, pour le coup, les photographes ont vraiment du mal à suivre sur le web. Sur le print, on sait tous à peu près les heures de bouclage, etc. Sur le web, ça tourne tout le temps. Un photographe, il est vite mis face à un mur, il est pas assez rapide qu'une agence filaire, ça c'est clair. Donc pour le coup, ils ont eu la bonne idée de maintenir les commandes pour les indépendants. Oui, les commandes pour les indépendants. Alors, il y a deux types de commandes. Il y a la commande qui peut être faite avec un indépendant que l'on connaît parce que le territoire le permet et que la spécialité le permet aussi. Ça, c'est très bien. Du coup, on rentre dans comme tu dis, on connaît l'iconographe, dans les petits papiers d'iconographe. Alors ça, c'est normal, hein. On arrive, une iconographe, elle va rarement faire travailler quelqu'un qu'elle ne connaît pas, en qui elle a confiance. Elle a quand même cette responsabilité-là par rapport à la rédaction, c'est son choix qu'elle doit assumer. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'elle se plante en faisant travailler quelqu'un. Donc, évidemment, cette personne-là doit être dans les petits papiers de l'iconographe. Il doit y avoir une relation. Déjà, l'iconographe doit être en confiance. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure sur lequel, et là, on n'est plus dans les petits papiers forcément. C'est l'iconographe, elle a une commande à faire qui tombe dans un coin un petit peu reculé de France. Alors là, il y a petit papier ou pas petit papier. Ouais, c'est celui qui peut qui va, quoi. C'est celui qui est le plus proche qui va y aller parce que on est obligé de se confronter à ça. Mais ça reste le cadre d'une commande. Et là-dedans, en fait, souvent les iconographes, alors là, ils m'appellent. En fait, moi, j'interviens vraiment sur la partie diffusion et production qui reste quand même assez conséquente. Les iconographes m'appellent, on regarde, elles me demandent, c'est là où c'est pareil, connaître le fond photo ou ces photographes, c'est super important. Elles me demandent, voilà, j'ai ça à faire dans tel territoire, c'est tel domaine, il y a plusieurs écritures en photo. Moi, mon truc, c'est de créer la bonne relation et d'être sur le bon casting. C'est-à-dire, je vais pas envoyer un photographe dont c'est pas la spécialité sur un casse-tête sur lequel ça va mal se passer. Mais Donc, ça pour veut le dire, coup, pardon de te couper, Wilfried, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps en production finalement pour être vu ou pour espérer être appelé. Parce qu'ils vont t'appeler parce que tu as une non. patte, parce que Hans Lucas Oui. a une patte, mais il faut aussi que tu sois tout le temps en flux
tendu presque quelque part. Non, 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 il faut que tu aies, alors pour le coup, nous on appelle ça les espaces membres en fait, que ton espace membre ou ton site web en fait, ait un minimum de, que tu aies, 1 ou 2 ou 3 portfolios, sur du portrait, du reportage, ou une autre spécialité selon la production du photographe. Si le photographe il a pas ça sur une page web, pour moi c'est pas un photographe, professionnel, ou c'est pas un photographe en capacité d'assumer une commande. Il est obligé d'avoir un minimum de production à mener. Ensuite, l'iconographe, elle arrive, et puis l'iconographe, ce qu'il faut, c'est juste la rassurer, se dire, ok, ce photographe-là est en capacité de travailler dans le cadre d'une commande, ce que ne font pas tous les photographes, il y a des photographes qui détestent ça. Donc d'une commande, elle voit à peu près un résultat qu'elle recherche, elle sait que la personne peut le faire, et à partir de là, elle dit, ok, on va le contacter, et là, on rentre dans le cadre d'une commande. Mais faut rappeler la responsabilité de l'iconographe quand tu mets quelqu'un en commande, elle doit pas se planter, hein. Ouais. Mais du coup, ça ressemble à quoi le brief d'un ou d'une icono? Tu sais exactement le nombre d'images que tu dois faire, tu connais Alors, l'orientation, elles t'ont dit bon, bah voilà, j'ai besoin d'espace en haut à droite parce qu'on va devoir mettre du texte. Ça ressemble à quoi? Alors, il y a ce que l'on sait déjà en tant que photographe. On sait, que quand on part en commande, on doit revenir avec un editing serré. Je dis ça parce que les photographes, nous on se prend toujours la tête avec eux parce qu'ils couvrent, que ce soit une manif, n'importe quoi, ils reviennent avec des editings beaucoup trop larges. Pour moi, une des meilleures écoles, ça reste les agences filaires, l'AFP, Reuters ou AP. De regarder leur editing, c'est coupe au ciseau, c'est parfait, il y a rien à dire. Les photographes ont du mal vraiment à faire leur editing, donc d'arriver avec un editing serré, de varier les plans. Là, on est vraiment dans le cadre d'une commande, hein. De varier aussi les angles, d'entrée en fait. Je ne vais pas dire, en fait, de tenir compte du contexte, de l'environnement, de le montrer, des personnages à suivre, un côté un petit peu plus, dans le mouvement. En fait, Mmh. alors ça dépend de l'histoire, hein, sur lequel on va être en commande, mais il y a des codes qu'un photographe, se doit de respecter. Il va pas ramener, X images redondantes, le photographe. Mmh, Donc mmh. à lui de construire un petit peu son histoire là-dedans, comment il s'y retrouve. Ouais, mais si Ça, par il le exemple sait. tu pars en commande pour Le Monde ou pour, Libé, ça veut dire que tu gardes pas des images que tu pourrais utiliser dans un autre contexte, plus tard? Bah, tu peux le faire, hein, tu peux le faire. En fait, si tu veux la commande, la commande, elle va jouer, jusqu'à que la publication est faite. À partir de là, le photographe, va peut-être, revoir différemment son histoire, peut la proposer à d'autres dans un temps 2, en fait. Donc voilà, oui, donc le photographe, lui, après évidemment, quand on bosse pour Libé ou pour Le Monde, on n'est pas dans la même iconographie. Donc le photographe, qui connaît le client, parce que bien évidemment, il connaît bien ce qui se passe dans les rubriques en termes d'iconographie. Je plaisante parce que c'est pas tout le temps le cas. Heu, et en fait, il sait pour qui il travaille, donc il va faire aussi son editing, et il va être sur le terrain un petit peu, il va se pousser enfin il va faire des efforts pour faire aussi parfois un type d'image qu'il n'aurait peut-être pas fait forcément, mais c'est le cadre de la commande qui veut ça. Et donc après il peut remanier son histoire différemment, mais voilà. Ouais, puis, il faut accepter que son image soit entre guillemets, alors massacrer le terme est peut-être un peu fort, mais enfin parfois en maquette, certains titres peuvent se permettre, des beh libertés, mettre des exergues sur une image, enfin mettre du texte, hein, tout simplement sur l'image, quoi. Ça s'appelle, les médias Ouais. évidemment. En fait, faut pas que le photographe, se sente investi d'une mission, comme s'il était dans une exposition. L'exposition, c'est un truc à lui, point barre. Il fait ce qu'il veut, il est maître, il a le final cut, OK. Quand on travaille dans les médias, qu'on a un minimum de culture, on sait très bien, toute la chaîne qui se passe dans une rédaction. Ça passe par, la photo, le rédacteur qui va un petit peu, mettre des légendes un peu conséquentes parfois, un graphiste, le DA, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne. Le photographe fait partie de cette chaîne, il faut qu'il en soit conscient. Et le final cut, c'est plus lui qui l'a, c'est plus lui qui l'a. Et c'est pour ça que c'est un travail de commande. Il y a un lien de subordination, et qui fait que voilà, c'est un ensemble de choses. Mais c'est pas lui qui a le final cut. Après, il peut très bien reprendre son travail, ou l'ensemble de son travail si c'est fait sur plusieurs médias, faire un livre, faire ce qu'il veut avec, une expo sur lequel ça sera d'emblée son truc. Mais tout le monde le sait dans le métier, quand on travaille, pour les médias, on ne regarde, on va regarder plus un editing, que les résultats en tant que tels. Voilà. Enfin, pour terminer, le métier d'iconographe sous-entend aussi très souvent une approche un peu juridique.
relatives aux droits d'auteur et aux droits à l'image, parce qu'en effet, trouver une image, c'est bien, mais avoir le droit de l'utiliser, c'est mieux. Nous nous sommes entretenus avec Olivier Briançon, le directeur général de la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Il nous sensibilise sur l'importance du droit d'auteur et nous explique comment est-ce que cette institution travaille avec les iconographes. Une photographie est une œuvre protégée par le droit d'auteur, qui en plus est réalisée par un auteur-photographe qui vit de son métier, qui consiste à négocier des parutions, des publications et donc des droits d'auteur sur ces photographies. Alors, les iconographes souvent servent d'intermédiaires entre les photographes et les diffuseurs d'images, quels qu'ils soient, hein, que ce soit pour la presse, l'institutionnel ou le corporate, la publicité et autres. Et par conséquent, les iconographes ont pour mission à la fois de trouver les images, effectivement, mais surtout aussi, et elles le font souvent à la fois par instinct et par conviction, et parce que c'est leur mission, elles ont pour volonté d'expliquer à leurs clients qu'une image, pour qu'elle soit de bonne qualité et que l'écosystème de la photographie perdure, il faut qu'elle soit rémunérée décemment. Il faut qu'elle respecte les principes du droit d'auteur. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'il ne faut pas prendre d'images gratuites sur Internet, hein. Il faut avoir recours à plutôt un photographe professionnel ou une agence de photographie ou une banque d'images, mais qui ne soit pas une banque d'images libre de droit, hein. On n'est pas sur des images à quelques centimes d'euros pour tous usages. On est sur des images qui doivent évidemment faire l'objet d'une rémunération pour les besoins spécifiques de la publication. Il faut aussi qu'une image elle soit respectée. Pour respecter le droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut toujours qu'elle soit créditée avec le nom de l'auteur. Il ne faut pas qu'elle soit dénaturée dans sa publication, recadrée, détourée, etc. Et qu'elle soit complètement, de ce point de vue-là, abîmée dans sa publication. Donc les iconographes font ce travail-là de pédagogie. Et nous, notre métier, quand on est en relation avec elles, on le fait beaucoup, c'est d'apporter un peu de pédagogie et d'apporter les outils juridiques. Ce ne sont pas forcément des juristes, nous, c'est notre spécialité, le droit d'auteur, d'apporter les outils juridiques qui vont leur permettre ensuite d'expliquer et de convaincre la nécessité de respecter le droit d'auteur. Nous, on le fait avec les iconographes depuis plus de 15 ans maintenant, régulièrement. On travaille beaucoup avec leur organisation professionnelle qui s'appelle l'Association nationale des iconographes, l'ANI, avec qui, depuis des années, on organise des ateliers, on participe à des choses sur les festivals, sur différentes expositions. On a depuis toujours essayé d'apporter et travailler en collaboration et essayer d'apporter cette espèce de formation au droit d'auteur pour avoir les bons outils et expliquer les bons réflexes que doivent avoir les diffuseurs au regard de l'image. Bon, moi, ça me fait penser évidemment, hein, à la campagne, la dernière campagne de communication un peu provoque, un peu choc qu'a fait l'UPP, qui s'appelait Une photo, ça se paie, avec des catchphrases Très bien du foutu. genre Ouais. voilà, prends l'image sur Internet, personne ne s'en rendra compte. Non, ce n'est pas rémunéré, mais il y aura une super visibilité. Ou encore, prends un photographe plus jeune, c'est moins cher. Est-ce qu'il y a encore trop d'abus, Wilfried, de la part des diffuseurs qui font n'importe quoi avec le droit d'auteur? Alors, je souligne, comme a fait Olivier, ce qu'a développé l'ANI depuis son existence, l'Association nationale des iconographes, qui fait un gros travail de pédagogie. Ensuite, je souligne aussi, il y a des sociétés qui sont positionnées sur le traçage des photos sur le web ou sur le print, et ils font des recherches. On citait Pixpalace, mais ils ont un service qui s'appelle Pixtrack à côté, qui est chargé de faire ça. Derrière, ils sont aussi chargés de faire intervenir un service juridique et de mettre des avocats. Donc depuis 10 ans, ça s'est beaucoup calmé parce qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de ces pratiques-là, douteuses. Mais en général, pour moi, c'est pas des professionnels, ces gens-là. Mais on voit encore beaucoup de Euh, DR quand même, je trouve. Enfin, ah, mais le DR, c'est encore autre chose, ça. On va en parler du DR, qui est une bonne initiative en soi. Mais le fait de tracer, de reconnaître des photographies, de les envoyer à l'auteur et que cet auteur dise non, je n'ai pas été payé, et que ça parte à un avocat, et que la personne reçoive un courrier d'avocat, et que ça puisse aller sur un procès, ça a vraiment calmé pas mal de gens. hmm.
Ça enfin, moi, je trouve que la période, là, depuis 10 ans, elle va vraiment vers le mieux, en fait. Après évidemment, on ne pourra pas empêcher les personnes malhonnêtes d'être malhonnêtes. Mais ça a remis un petit peu, pas mal de choses à leur place. Pour en revenir au DR, le DR à la base, c'était quelque chose d'assez positif dans la mesure où, bon ça existait, il y a depuis un moment quand ça a été créé, mais on a dit voilà, une photo dont on ne reconnaît pas l'auteur en fait, on va mettre, le DR pour le droit réservé, c'est-à-dire qu'on va créditer l'argent, pour un temps 2, lorsqu'on va soit l'identifier ou qu'il viendra à nous, on va le payer. Ben ça, c'est génial. Bon, sauf que le DR, en fait, c'est un petit peu généralisé et en fait et il a couvert d'autres pratiques, c'est-à-dire pas celles pour lesquelles on l'a créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une photo, dont on veut, juridiquement, dire, bon, on peut ne pas la payer, parce que la personne ne le souhaite pas ou X, Y raison, en fait, on va lui mettre l'appellation DR et ça va passer, comme ça «à l'as» entre guillemets. Mais à la base, le DR, c'était pas ça du tout et c'était plutôt, une bonne initiative, quoi. Voilà, aujourd'hui, le DR, couvre certaines choses qui sont un peu moins, enfin un peu plus délicates, quoi. Mais voilà, après, je reviens, enfin, moi je suis pour. Alors, les photographies que l'on utilise, soit le print ou le web, ne viennent pas forcément de professionnels, parce que le professionnel, il n'est pas là partout, tout le temps, hein. Il peut se passer quelque chose dans une rue, l'amateur est là, il fait la photo, ok, il a une photo qui peut illustrer un fait divers, un fait historique, etc. Ouais, mais il n'y aura Ça, pas là les fameuses métadonnées et compagnie dont non, on non, parlait au non, début. non, mais en fait, il y a des gens qui vont les récupérer, qui sont un petit peu pour ça dans certains journaux, qui vont être là pour contacter, faire une veille sur les réseaux sociaux, contacter l'amateur, récupérer la HD et la publier. Bon, l'amateur a été là, parfait, il a quelque chose que le professionnel n'a pas. Moi, ce que je veux, c'est que l'amateur soit payé Hmm. comme le professionnel, et ça résoudrait beaucoup de choses, Oui, plutôt mais que est-ce de que dire l'amateur c'est va pas gratuit, juste etc. donner son image et être flatté d'être publié, ce qui arrive dans la plupart des cas sans demander une contrepartie? Alors, de plus en plus, Enfin, l'amateur, pour le sait coup, qu'une il a le image, ça se droit s'il monnaie. a envie. Voilà, bah, Oui, il a non, parfaitement le droit. Et mais ça se fait beaucoup. mais tout comme un professionnel a le droit aussi de dire, pour cette publication, je ne souhaite pas avoir de droit d'auteur. Ça, c'est possible. Il y a des gens qui, dans des ONG ou autres, font don de leurs droits d'auteur. Ça, c'est tout à fait possible. Le professionnel, il y a des règles. Après, il peut dire pour un magazine magazine qui n'est pas un magazine généraliste, mais un magazine qui a moins les moyens, etc. Il peut dire je m'y retrouve autrement et je fais un peu je réduis mon prix ou alors je fais acte de gratuité. Il peut le faire, c'est pas un problème. Ça, il peut le faire. Et tout comme l'amateur pourrait être aujourd'hui rémunéré systématiquement sur la publication de ses photos. Et ça régulariserait le marché, je pense. Alors Wilfried, peut-être pour terminer, il existe des banques d'images en ligne libres de droit. Alors il y en a une qui est assez connue, hein, qui s'appelle Unsplash. Et Unsplash, pour la petite histoire, a été racheté en 2021 par Getty Images. C'est quoi le modèle qu'il y a derrière ce genre d'agence et pourquoi Getty rachète ça? J'ai l'impression qu'il se tirait une balle dans le pied, non? Ouais, il y a des questions de monopole déjà, d'élimination de la concurrence. Ça, c'est pour moi enfin, je pense que c'est une des raisons premières. Euh, Ensuite, c'est jamais, enfin, faut voir le libre de droit. Pourquoi? Voilà, jusqu'où ça s'arrête le libre de droit, parce que une entreprise comme Getty ne bosse pas gratuitement ou va pas fournir une masse de travail humaine et financière comme ça sur du libre de droit sur lequel il n'y a aucun retour. Moi, je pense que c'est des questions de monopole, d'éliminer la concurrence. On pourrait éradiquer une concurrence déloyale, tu veux dire? Alors, je crois que Getty ne pense pas forcément comme ça, mais enfin, moi, je pense plutôt pour des questions de monopole. Ok. Bon, bah écoute, voilà, on a un beau tour d'horizon quand même de ce fabuleux métier qui est un iconographe. Évidemment, le chrono de l'émission tourne. Il faut qu'on arrête notre discussion là-dessus. Merci beaucoup, Wilfried, de nous avoir éclairé sur tous ces points. Merci à vous.